C'est vrai que moi je vais me permettre de faire un tout petit détour qui peut paraître un petit peu surprenant, mais qui m'a paru intéressant, qui est un détour par l'étymologie du mot aménager. Finalement, on parle beaucoup des aménagements de peine, et notamment du placement extérieur, qui est un aménagement de peine important, mais finalement ça veut dire quoi aménager? Et j'ai eu la curiosité d'aller voir le dictionnaire historique de la langue française dirigé par Alain Rey, que tout le monde connaît, et j'ai trouvé des choses qui étaient tout à fait intéressantes et qui finalement font résonance avec aujourd'hui notre travail sur la question des aménagements de peine. Donc voilà, je vous propose ce tout petit détour rapide, et puis ensuite Stéphanie Lassalle reprendra elle pour revenir aussi aux questions de diminution du nombre de placements extérieurs et des problèmes de financement. Voilà. Donc simplement pour dire que pour reprendre le terme d'abord ménager, c'est intéressant de savoir que ménager, ça a d'abord signifié la notion d'habiter. En 1309. Donc la signification intéressante autour de la notion d'habiter, c'est que l'aménagement de peine, il passe bien par un toit. Il passe bien par un toit pour le placement sous surveillance électronique, parce que ne peuvent l'avoir que ceux qui ont déjà un toit, mais il passe bien par un toit comme pour les placements extérieurs, puisque on propose d'abord un toit, et le toit c'est le premier socle et la première sécurité, et c'est la grande difficulté pour ceux qui sortent en sortie sèche aujourd'hui. Les sens modernes ont repris par la notion d'aménager le fait que aménager, ça veut dire arranger, préparer avec soin. Et derrière cette notion de préparer avec soin qu'on retrouve dès 1570, il y a la notion de disposer avec soin et prudence. Et ça fait résonance avec le fait d'aménager une peine, c'est-à-dire que quand on essaye de penser effectivement autour d'une personne, qu'est-ce qu'il va devenir quand elle va sortir, on est vraiment dans cette notion de prudence et de soin, et ça m'a paru intéressant. Les autres sens, à partir du XVIIe siècle aussi, résonnent tout autant, puisque aménager, ça veut dire réserver la place nécessaire. C'est donc aménager une place, c'est-à-dire se dire quel espace on va penser dans l'espace social, comment on va penser réaccueillir cette personne qui a été mise entre parenthèses pendant un temps, comment on va penser la réaccueillir à nouveau dans l'espace social au sein de notre société. Et c'est tout à fait intéressant parce qu'on voit bien que c'est pas si facile aujourd'hui de reprendre place quand on en a été exclu. Et notamment aujourd'hui avec la complexité de l'accès aux droits, de l'accès aux soins. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la dernière Palme d'Or de Ken Loach, le film Moi Daniel Blake, et qui montre les méandres de procédures administratives, d'inscription, etc. Et on voit ça en France quand des gens se retrouvent avec des répondeurs téléphoniques et pas de voix humaine et pas d'interlocuteur. On voit bien comme c'est difficile de reprendre sa place dans la société quand on en a exclu et qu'on n'a pas forcément un niveau de qualification Bac+5. Parce que même en étant Bac+5, on a parfois du mal. Autre sens, toujours selon le sens historique du terme aménager, c'est régler, prendre des dispositions. Donc ça, dès 1621, c'est-à-dire prendre des dispositions, c'est-à-dire anticiper, préparer, se soucier d'eux. Et on voit bien que ça nous ramène au fait que des personnes qui sortent à 80% en sortie sèche, ce sont des personnes pour lesquelles il n'y a pas eu d'anticipation, de préparation, de disposition, et qu'il n'y a pas eu non plus cette notion d'individualiser la pensée autour de quelqu'un, quelle disposition je vais prendre par rapport à cette personne particulière qui sort et par rapport à ces difficultés. Aménager aussi, le sens, c'est traiter quelqu'un avec égard et également avec indulgence et bonté. Ça, c'est les termes de 1650. Et on voit bien que dans l'accompagnement bienveillant et en même temps vigilant que l'on a dans les aménagements de peine, dans les placements extérieurs, on est bien dans cette idée de quelqu'un qui arrive au bout d'une peine, qui a sanctionné un acte pour lequel elle a payé ou elle est en train de terminer de payer. On voit bien que cette idée que vous dégagez aussi dans les quartiers de sortants, finalement, leur permettent déjà de se réapproprier, de se responsabiliser. L'important, c'est que elle ne réitère pas un nouvel acte, et donc c'est aussi comment est-ce qu'on peut l'accompagner avec à la fois cette bienveillance et cette vigilance, sachant que traiter avec égard, c'est surveiller, examiner,
est considéré avec une attention particulière. Donc on voit bien, on est bien dans toutes ces dimensions de la personne, dans toutes ces dimensions de besoins, dans les problématiques qui font que dans notre accompagnement, dans le cadre des placements extérieurs, on est vraiment dans cet étayage pour permettre à une personne de se reconstruire dans un environnement porteur, contenant et sécurisant. Et c'est tout ça qui est important. Et puis, dernière notion étymologique, le terme signifie également épargner à quelqu'un le danger, la fatigue. Comme dans l'expression ménager quelqu'un. Ça veut dire, voilà, je vais ménager cette personne, je vais lui dire ça tranquillement, doucement. Eh bien, c'est intéressant que de dire dans le cadre judiciaire, épargner à une personne placée sous main de justice le danger et la fatigue de se retrouver seule, de se retrouver à la rue, en sortie sèche. Ça permet aussi de réduire ce danger du côté de la société, de limiter le danger en encadrant une sortie sous contrainte, la main de la justice restant au-dessus d'une certaine façon. Donc voilà pour mon petit détour étymologique, mais que je trouve qui résonne. J'espère qu'il a pu résonner pour vous. Pour terminer, je dirais qu'effectivement, on parle des aménagements de peine de façon globale, mais c'est vrai qu'il nous semble bien qu'il faille différencier les placements sous surveillance électronique parce que on est plus dans même si ça s'appelle aménagement de peine, on est aussi dans quelque chose qui finalement est plus du côté d'une modalité d'exécution de peine qui peut avoir sa pertinence quand il y a un étayage social, familial, professionnel suffisant, mais bien évidemment qui ne convient pas à des personnes sans hébergement, sans logement, sans lien social, amical et familial, et des personnes dont vous parliez tout à l'heure, Monsieur Claude Pierre, qui sont de plus en plus désinsérées et des personnes qui ont besoin de cet accompagnement, donc à la fois global et très individualisé. Pour finir mon propos, je reprendrai juste trois notions, trois termes qui me paraissent importants. La pertinence de la contrainte. Un cadre sous contrainte, c'est quoi ? On dit souvent que donc l'aménagement de peine est sous contrainte, et j'aime toujours beaucoup l'expression que Rénal de Brizet a employée il y a quelques années, qui parlait de une personne placée sous main de justice, il faut qu'elle ait des barreaux dans la tête. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait une grille horaire dans la tête, qu'elle sache qu'elle doit rentrer à telle heure, qu'elle ait les contraintes du lieu de résidence, les contraintes des obligations de soins. Et on oublie souvent que la contrainte, elle n'est pas seulement au bénéfice du magistrat, qui est plus rassuré parce qu'il y a une contrainte, elle n'est pas seulement au bénéfice de la société, j'ai l'impression que des fois ça marche pas. Elle est aussi au bénéfice de la personne placée sous main de justice. On voit, nous qui côtoyons depuis 10 ans des personnes placées sous main de justice, à quel point cette contrainte les sécurise. Ils la demandent, ils la souhaitent. Et à quel point, d'ailleurs, en fin de peine, en fin d'aménagement de peine, on voit des personnes qui vont rebasculer très rapidement dans les 3 jours avant la fin, qui vont avoir un comportement qui va les remettre en incarcération, parce que la levée de la contrainte est extrêmement angoissante et insécurisante. On voit ceux qui ont toujours un dernier détail à régler dans leur appartement parce qu'ils n'ont pas envie de quitter ce lien et ce lieu qui est un lieu de contrainte, mais un lieu sécurisant. Donc la contrainte, c'est un plus pour la société, pour les magistrats qui prononcent, mais aussi pour la personne et aussi pour les associations qui travaillent. Travailler sous la contrainte, c'est beaucoup plus facile de travailler avec une personne en aménagement de peine que de travailler quand on est un CHRS et qu'on accueille des personnes en sortie sèche, parfois sortant de longues peines, j'y reviendrai tout à l'heure, et sur lesquelles on n'a pas de contrainte, on a très peu la main d'une certaine façon. Et cette main, elle est importante pour tout le monde. Donc ça, c'était cette notion de contrainte. La deuxième notion, c'est la notion du risque. La société confie par délégation à des magistrats le soin d'examiner au plus près la situation de personnes ayant été jugées pour voir si la situation pénale le permet, donc comment accompagner leur retour dans la société, comment leur permettre de reprendre leur place. Et les magistrats du siège et du parquet aussi, ils ont aussi leur importance qu'on oublie parfois, mais qui est tout à fait présente, doivent, au nom de la société, prendre un risque à un moment T de prononcer un aménagement de peine. Mais en cas de récidive, on sait bien qu'ils feront la une des journaux. Et cette pression médiatique, cette pression de la société, elle n'est pas rien. Et elle pèse réellement sur la tête de ceux qui prononcent la mesure. Il me semble qu'il pourrait y avoir une responsabilité commune, sociale et sociétale à assumer pour aménager le retour de ceux qui ont été mis entre parenthèses. Est-ce que le vrai risque, finalement, n'est-il pas de ne rien faire ?
en attendant que sortent en fin de peine, sans ménagement, des personnes, après quelquefois des années d'incarcération, sans hébergement, sans lien social et amical, et avec un risque accru de récidive. S'il y a des récidives dans ce cas-là, pour des personnes sortant en sortie sèche, il y a de nouvelles victimes qui sont touchées, mais seul l'auteur des actes est condamné. Personne n'a pris le risque d'aménager cette peine, d'accompagner les derniers mois pour étayer, guider, être vigilant sur cette sortie. Il n'y a pas de responsable d'une certaine façon. Et il me semble que là, il y a une forme de risque. Vous parliez tout à l'heure de collégialité. Il y a un risque non seulement d'une collégialité, mais peut-être d'une société qui est de porter un risque majeur, puisque le risque est plus important finalement quand on ne prend pas de risque. J'ai présidé il y a 2 jours encore une commission territoriale d'admission en CHRS. On regroupe l'ensemble des demandes d'admission faites dans le cadre d'un service, d'un SIAO, d'un service intégré d'accueil et d'orientation. Dans cette commission, on nous a proposé une situation d'un jeune incarcéré à l'âge de 14 ans, qui en a 26 aujourd'hui, qui sort donc après donc toutes ces années d'incarcération, la majeure partie de sa vie, en sortie sèche, en CHRS. Quel CHRS peut accueillir un jeune qui a 26 ans, qui est rentré à 14 ans, bien sûr pour des faits extrêmement graves et sérieux? Quel outil a-t-on dans un CHRS pour accueillir cette personne-là? En tant que présidente, j'ai décidé d'ajourner cette situation pour comprendre et pour vérifier pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas eu d'aménagement de peine et comment on pouvait nous aussi être aidants pour quelquefois, pour permettre à cette personne peut-être de construire une demande d'aménagement de peine. Comment elle a été accompagnée dans la construction de cette demande ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, elle est proposée dans une sortie sèche qui n'est pas concevable? C'est vraiment laisser sortir une personne sans aucun étayage après autant d'années et des faits aussi graves. C'est vraiment extrêmement difficile. Et en tant que directeur de CHRS, comment prendre une telle responsabilité et confier ça à des professionnels qui ne sont pas formés, pas professionnels de l'incarcération? C'est extrêmement difficile. Voilà, je termine mon intervention pour la question du coût et de l'investissement. C'est vrai que à l'heure où les questions de sécurité sont des questions prioritaires pour les citoyens, on voit bien qu'il y a un nombre croissant de personnes qui sont incarcérées. Aujourd'hui, je crois qu'on est toujours à 68 000 personnes incarcérées. Est-ce qu'on se pose la question des financements pour une place de prison? Est-ce qu'on reporte l'incarcération d'une personne d'une année sur l'autre au prétexte qu'on n'aurait pas assez d'argent et qu'il faudrait que cette personne elle soit incarcérée sur un autre exercice financier? Non, cette question elle n'est pas posée. Réussir le retour en société d'une personne incarcérée, c'est un investissement financier, mais c'est aussi un investissement social à long terme. Et cet investissement social, il doit se traduire par un investissement financier à hauteur des coûts évités pour une non-récidive, des coûts humains pour des victimes, des coûts financiers pour de nouvelles incarcérations, des coûts de santé, etc., etc. Et je crois que c'est important de se dire, de comparer ces coûts. Voilà. En conclusion, on commence à se poser la question de la surpopulation carcérale, mais effectivement, avec cette surpopulation carcérale, eh bien, on voit bien qu'une des voies de régulation, bien sûr, c'est la question des aménagements de peine. Et donc, on ne peut pas assister à la fois à un accroissement de personnes incarcérées et à cette réduction croissante des aménagements de peine, en tout cas en matière de placement extérieur. Voilà. Je vous remercie.